Quand une jeune fille était vendue comme une marchandise, son âme s'éteint bien avant que son innocence ne soit arrachée. Mes chers amis, je suis Eleanor, une grand-mère de 68 ans, assise sur le porche de ma maison à Bakersfield, en Californie. Un café fumant à la main, des biscuits au beurre sur la table, tandis que les cigales chantent dans l'érable de mon jardin. Aujourd'hui, je brise un silence de plus de 5 décennies pour partager une histoire qui brûle encore dans mon cœur. Une histoire de douleur, de trahison, mais aussi de résilience. Je vous demande, vous qui m'écoutez, de laisser un j'aime sur cette vidéo et de commenter Justice pour Eleanor pour montrer que vous êtes avec moi dans ce récit. Votre soutien me donne la force de continuer. Dites-moi aussi d'où vous regardez. Que je sente votre présence à mes côtés. Revenons à mon passé. Un passé où tout a basculé avant même que je ne vienne au monde. Ma mère, Clara, avait 18 ans, amoureuse d'un jeune ouvrier du bâtiment, Antoine, à Sacramento. Ils rêvaient de mariage, d'une vie simple. Quand ils apprirent de ma venue, Antoine, fou de joie, travaillait sans relâche, économisant chaque centime pour notre future maison. Mais le destin a frappé cruellement. Un échafaudage s'est effondré sur un chantier, et Antoine, blessé à la tête, n'a pas survécu jusqu'à l'hôpital. Clara, enceinte de 5 mois, s'est retrouvée seule, sans éducation, sans ressources, portant en elle le poids d'un avenir brisé. La seule photo que j'ai de mon père, un jeune homme au sourire timide et aux yeux doux, repose encore dans une boîte en bois que Clara gardait précieusement. Sa mort a tout changé. Sans soutien, Clara et moi avons trouvé refuge chez mon grand-père, M. Harold, un ancien militaire au cœur de pierre, veuf depuis des années, vivant de sa maigre pension avec une discipline de fer. À l'époque, cela semblait une bénédiction. Aujourd'hui, je sais que c'était le début d'un cauchemar qui allait durer des années. Je suis née dans une petite pièce à l'arrière de la maison de Harold, avec l'aide d'une sage-femme. Clara disait que j'avais les yeux verts de mon père, une lueur d'espoir dans une vie déjà marquée par la misère. Elle lavait le linge des voisins, nettoyait des maisons, vendait des bonbons à la grille de l'école pour nous nourrir. Nous survivions à peine, mais il y avait une forme de normalité. Une fragile illusion de famille. Harold, lui, était distant, un homme de règles strictes, sans affection, mais pas encore cruel. Du moins, pas au début. Tout a changé quand j'ai eu 7 ans. Je me souviens de ses regards, de plus en plus insistants. Quand je jouais dans la cour, cette fille devient trop belle pour son bien, a-t-il dit un jour à Clara. Une phrase qui, à l'époque, m'a laissé perplexe. Aujourd'hui, avec la sagesse des années, je sais qu'il calculait déjà ma valeur marchande. À l'école, j'étais une enfant silencieuse, observatrice. Ma maîtresse, Madame Sophie, disait que j'étais intelligente mais trop réservée. En vérité, une peur instinctive des figures masculines grandissait en moi. Peut-être à cause des regards de Harold, ou de l'absence de ce père que je ne connaissais qu'à travers les récits de Clara. Notre situation financière empirait. Clara vieillissait prématurément, ses mains abîmées par la lessive, son dos courbé par les planchers qu'elle frottait. Certaines nuits, je l'entendais pleurer doucement dans notre petite chambre. Je faisais semblant de dormir, mais chaque sanglot s'imprimait dans mon cœur. À 10 ans, je commençais à aider laver les petits vêtements, balayer la cour, vendre les biscuits que Clara préparait. C'est à ce moment que j'ai remarqué les regards de Harold sur les adolescentes qui passaient dans la rue. Des regards qui me donnaient des frissons sans que je comprenne pourquoi. Les femmes sont comme des fruits. Eleanor, m'a-t-il dit un jour, me surprenant à l'observer, il faut les cueillir au bon moment, ni trop vertes, ni trop mûres. Cette comparaison étrange m'a troublée, mais je l'ai gardée pour moi. Comme tant d'autres choses, Clara travaillait de plus en plus, s'absentait souvent, et j'ai remarqué qu'elle évitait de son père, comme si elle ressentait une peur diffuse. Des années plus tard,
J'ai compris qu'elle pressentait peut-être ce qui allait arriver, mais qu'elle était trop prisonnière de la nécessité pour agir. À 12 ans, un drame a tout précipité. Clara est tombée gravement malade, une pneumonie qui l'a clouée au lit pendant près de 2 mois. Sans son travail, les dettes s'accumulaient et la pension de Harold ne suffisait pas pour les médicaments. C'est alors que j'ai vu Harold parler à un inconnu à notre portail. Un homme corpulent, bien habillé, d'une 40aine d'années, avec une grosse voiture garée devant. Ils m'ont regardé plusieurs fois pendant leur conversation, et l'homme, M. Vincent, un médecin, m'a souri d'une manière qui m'a fait courir à l'intérieur. Qui était-ce, grand-père? Ai-je demandé après son départ. Un ami qui peut résoudre nos problèmes. Éléanore, il veut faire ta connaissance. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours. J'étais encore trop innocente pour tout comprendre. Mais une alarme intérieure hurlait. Clara se rétablissait lentement, mais la situation financière empirait. Le propriétaire menaçait d'expulsion. Les pharmacies refusaient de faire crédit. Une nuit, quelques mois avant mes 13 ans, j'ai entendu une conversation qui a changé ma vie à jamais. Elle est trop jeune, papa. La voix de Clara était pleine d'angoisse. Pas du tout, elle est presque une femme. Monsieur Vincent offre beaucoup d'argent. Clara, de l'argent dont nous avons besoin. Ou as-tu oublié les factures? A répondu Harold. Glacial. Mais c'est ma fille, et une enfant, a protesté Clara, la voix tremblante. Et à quoi sert d'être ta fille si vous finissez à la rue? Le docteur ne lui fera pas de mal. Il veut juste qu'elle porte un enfant que sa femme ne peut pas avoir. Elle est forte, saine, belle, c'est un service comme un autre. Mon sang s'est glacé, même sans tout saisir. J'ai compris qu'on décidait de mon sort sans mon consentement. Et après la naissance, a demandé Clara, sa voix déjà plus faible, comme si elle cédait. Ils prennent le bébé, nous gardons l'argent, et la vie continue. Est-ce ça marche? D'autres couples sont intéressés. Nous pouvons régler notre situation pour de bon. Le silence qui a suivi était lourd, insupportable, chargé des choix terribles que les adultes font quand ils sont désespérés. « D'accord », a murmuré Clara, la voix étouffée par les larmes qu'elle retenait. « Mais je ne veux rien savoir des détails, et je ne serai pas là quand ça arrivera. » J'ai couru à mon lit, le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait exploser. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Fixant le plafond en bois de notre chambre, priant pour avoir mal compris. Mais je n'avais pas mal compris. 3 jours plus tard, Clara a annoncé qu'elle passait le week-end chez une amie, me laissant seule avec Harold pour la première fois. Ses yeux évitaient les miens. « Sois sage, Éléanore », a-t-elle dit avant de partir, emportant une petite valise et abandonnant sa dignité. Ce soir-là, Harold est entré dans ma chambre et a jeté une robe sur mon lit. Une robe bleu clair, simple, mais plus belle que tout ce que j'avais jamais possédé. « Mets ça », a-t-il ordonné, « et lave bien tes cheveux. Monsieur Vincent vient dîner ce soir. » J'ai compris qu'il n'y avait pas d'échappatoire, que mon destin était scellé, que mon corps, encore en développement, avait été vendu sans que j'aie mon mot à dire. J'ai lavé mes longs cheveux, enfilé la robe, un peu grande au niveau de la poitrine, et attendu, assise au bord du lit, le cœur battant de terreur. Quand la sonnette a retenti, j'ai cru que j'allais vomir. Monsieur Vincent est arrivé à 19 heures, apportant une bouteille de vin pour Harold et une boîte de chocolat pour moi. Pendant le dîner, commandé au restaurant du coin, un luxe que nous n'avions jamais à cause du manque d'argent, il m'observait avec un intérêt qui me donnait envie de disparaître. « Elle est parfaite, monsieur Harold », a-t-il dit en me scrutant à travers la table. « Est-elle en bonne santé? Jamais de maladie grave. »« Saine comme un cheval », a répondu Harold, comme s'il vendait un animal de ferme. « Forte, intelligente, elle donnera de bons enfants. Docteur, vous pouvez en être sûr. » J'ai gardé les yeux baissés, les larmes menaçant de couler. Il a tendu la main, soulevant mon menton pour croiser mon regard. « N'aie pas peur, petite.
Je prendrai bien soin de toi. Et quand notre enfant naîtra, tu auras assez pour aider ta mère longtemps. » Sa main sur mon visage semblait brûler ma peau, et l'odeur de son parfum coûteux mêlé de cigarettes me donnait la nausée. Après le dîner, Harold a soudain annoncé qu'il devait aller au magasin acheter des cigarettes, lui qui ne fumait jamais. C'était le signal convenu. Dès que la porte s'est refermée, Monsieur Vincent s'est approché de moi sur le canapé. « Ton grand-père m'a tout expliqué, » a-t-il dit, posant sa lourde main sur mon genou. « Tu porteras mon enfant, puisque ma femme ne peut pas. C'est un honneur, tu sais. Nous payons très bien pour ça. » J'ai essayé de m'éloigner, mais il a saisi mon bras fermement. « Ça ne fera pas trop mal, » a-t-il continué, sa voix plus basse, plus menaçante. « Et tu ferais mieux de coopérer, car ton grand-père a déjà reçu la moitié de l'argent. Tu ne fais pas ta part, il aura de gros problèmes. » À cet instant, regardant cet homme qui voulait utiliser mon corps comme une marchandise, quelque chose en moi a commencé à mourir, la fillette rêveuse qui croyait aux contes de fées, l'enfant qui espérait que tout s'arrangerait, la fille qui pensait que sa mère la protégerait. Ce qui s'est passé cette nuit-là fut le premier d'une longue série d'horreurs. Quand Harold est revenu, des heures plus tard, j'étais recroquevillée dans un coin de la chambre, la robe bleue déchirée et tachée, pleurant en silence. Il m'a regardée, a allumé la lampe et a prononcé des mots qui me hantraient des décennies. « Habitue-toi, petite. Désormais, c'est ta fonction dans la famille. » Ainsi a commencé mon cauchemar. Un cauchemar qui durerait des années et me volerait 10 enfants, 10 morceaux de mon cœur arrachés et donnés à des étrangers. Mais ce n'était que le début. Ce qui m'a rendue furieuse, ce qui devrait vous faire bouillir de rage, c'est la complicité de ceux qui m'entouraient. Ma tante Lydia, la sœur de Harold, venait souvent à la maison, jouant la tante aimante, me coiffant, m'offrant des bonbons pour me calmer avant chaque visite. Elle savait tout, et pourtant, elle riait avec Harold lors de dîners somptueux qu'ils organisaient après chaque marché conclu, trinquant à leur prospérité pendant que je pleurais seule dans ma chambre. Et Madame Dorothy, notre voisine, une femme pieuse qui allait à l'église tous les dimanches, voyait bien que quelque chose n'allait pas. Elle remarquait mes absences, mes regards effrayés, mais Harold lui glissait de l'argent pour qu'elle garde le silence. Elle acceptait, achetant son silence avec le prix de ma souffrance. Comment une communauté peut-elle fermer les yeux sur une telle horreur? Comment une mère peut-elle abandonner sa fille à un monstre? Et pourtant, Clara partait de plus en plus souvent, évitant la maison, évitant mes yeux, comme si me regarder lui rappelait sa propre honte. À 13 ans, j'étais enceinte pour la première fois, portant l'enfant de Monsieur Vincent. Mon corps changeait rapidement, et j'ai dû quitter l'école quand mon ventre l'a commencé à se voir. « On dira que tu es partie chez des cousins à la campagne », a décrété Harold. J'étais confinée à la maison, traitée comme une poule pondeuse, nourrie de vitamines et de plats coûteux payés par Vincent pour garantir un bébé en bonne santé. Chaque humiliation, chaque regard calculateur de Harold et Lydia, chaque silence complice de Clara, attisait une colère en moi, une colère qui grandissait en silence, attendant son heure. Et puis, un soir, j'ai entendu Harold discuter avec un nouvel homme, Monsieur Roland, un politicien local à la réputation impeccable, marié à une femme stérile. Il parlait de moi comme d'un investissement, planifiant ma prochaine mission. À ce moment-là, dans l'obscurité de ma chambre, une étincelle de révolte s'est allumée. J'étais peut-être une victime, mais je n'étais pas encore brisée. Pas complètement. Cette colère, cette injustice, allait devenir ma force. Mais comment une fille de 13 ans pouvait-elle défier un monstre comme Harold, soutenue par des complices comme Lydia et une communauté aveugle? La réponse viendrait, mais pas encore. Pas ce soir-là. À 16 ans, j'étais mère de 4 enfants que je n'avais jamais tenus dans mes bras. Mon corps réduit à une machine, mon cœur transformé en cimetière. Mes chers amis, je suis Éléanore,
toujours assise sur ce porche à Bakersfield. Le goût amer du café ne pouvant masquer celui de mes souvenirs. Chaque jour de ma jeunesse m'a été volé, chaque cri étouffé par la peur, chaque larme ravalée pour survivre. Ce que je vais vous raconter maintenant est une plongée dans l'horreur, une descente dans un enfer orchestré par ceux qui auraient dû me protéger. Ce récit est dur, mais il doit être entendu. Laissez un j'aime sur cette vidéo et commentez « Justice pour Eleanor » pour montrer que vous refusez de fermer les yeux sur l'injustice. Dites-moi aussi d'où vous regardez. Que je sente votre soutien dans cette épreuve. Les années qui ont suivi ma première grossesse ont été une spirale de douleur. Chaque nouvelle mission imposée par mon grand-père Harold, creusant un peu plus le vide en moi. À 13 ans, j'avais donné naissance à mon premier enfant, un garçon arraché de mes bras par la femme de M. Vincent, une femme froide nommée Hélène, qui m'a regardée avec un mélange de gratitude forcée et de mépris, comme si j'étais une simple enveloppe pour leur précieux colis. Ce n'est pas ton enfant, m'a-t-elle sifflé en emportant le bébé. Ses pleurs s'évanouissant dans le couloir de notre maison maudite. J'avais 13 ans, et déjà, une partie de mon âme s'éteignait. À 14 ans, un second enfant, une fille, est née pour un riche fermier du nord de la Californie, puis un troisième à 15 ans, un autre garçon, pour un avocat véreux, à 16 ans, le quatrième, une autre fille, pour un couple de banquiers. Chaque naissance était un calvaire, non seulement physique, mais spirituel. Mon corps, jeune et résilient, récupérait vite, ce qui faisait dire à Harold, avec un sourire satisfait, « Tu es une bonne productrice, Eleanor », ces mots, prononcés comme un compliment, me donnaient envie de hurler, mais je me taisais, car protester ne faisait qu'aggraver les choses, ce qui me rendait folle de rage, ce qui devrait vous faire bouillir le sang. C'est l'hypocrisie abjecte qui entourait cette horreur. Harold organisait des galas de charité dans notre petite ville, se présentant comme un bienfaiteur, un homme d'affaires respectable. Lors de ces soirées, il me faisait parader devant ses invités, déguisé en nièce à problèmes, qu'il avait généreusement recueillis. Les notables de Bakersfield, des médecins, des politiciens, des pasteurs applaudissaient sa bonté, ignorant ou feignant d'ignorer que l'argent de ces galas provenait de la vente de mon corps et de mes bébés. Parmi eux, le révérend Thomas, un homme d'église à la voix mielleuse, qui prêchait l'amour divin le dimanche et payait Harold pour un enfant de moi l'année suivante. Cet homme, avec sa Bible sous le bras, m'a regardé dans les yeux lors d'un de ces galas et m'a dit « Tu fais une œuvre sacrée, Eleanor, donnez la vie à ceux qui en sont privés. » Une œuvre sacrée. Ces mots étaient une insulte à tout ce qui est humain, une profanation de la foi qu'il prétendait défendre. J'avais envie de lui cracher au visage, de hurler à tous ces hypocrites qu'ils étaient complices d'un crime. Mais je me taisais, les poings serrés sous la table, ma colère grandissant comme une tempête silencieuse. Une autre source de fureur était l'infirmière Margaret, une sage-femme cruelle engagée par Harold pour assister à mes accouchements. Cette femme, avec son sourire narquois, se moquait de mes cris de douleur, disant des choses comme « Arrête de geindre, petite, ce n'est pas si terrible. Pense à l'argent que tu rapportes à ta famille. » Elle manipulait mon corps sans douceur, comme si j'étais un objet, et riait avec Harold après chaque naissance, partageant un verre de vin pendant que je saignais sur le lit, pleurant la perte d'un autre enfant. Sa cruauté était insupportable, mais ce n'était rien comparé à la trahison de ma propre mère. Clara, avec l'argent de mes services, Clara s'est transformée. Elle a réduit ses heures de ménage, acheté des robes élégantes et finalement une maison sur la plage à Santa Barbara. Elle organisait des fêtes, riait avec des amis et exhibait son nouveau petit ami, Victor, un avocat véreux qui savait tout de la combine de Harold et l'encourageait pour une part des profits. Un soir, je l'ai entendu dire à Clara, en riant, «
Ta fille est une mine d'or, pourquoi se plaindre? Clara n'a rien répondu, mais son silence était une lame dans mon cœur. Comment une mère pouvait-elle festoyer pendant que sa fille était détruite? Comment pouvait-elle regarder cet homme dans les yeux, sachant qu'il profitait de ma douleur? Ces moments où je la voyais revenir à la maison, maquillée, parfumée, avec des cadeaux inutiles, une robe, un collier, me rendaient malade de rage. Elle me disait « Un jour, tu comprendras, Éléanore, nous faisons ce qui est nécessaire. » Nécessaire, ce mot était une gifle, une justification pour son abandon. Pourtant, au milieu de cet enfer, une lueur d'espoir a émergé. Sophie, une jeune femme de ménage employée par Harold, est devenue mon alliée secrète. Elle avait 20 ans, des yeux tristes, et une vie presque aussi difficile que la mienne. Travaillant pour un salaire de misère, sous les ordres de Harold et de ma tante Lydia, Sophie voyait tous les hommes qui venaient, mes absences, mes grossesses. Un jour, alors qu'elle balayait ma chambre, elle m'a glissé un crayon et un carnet. Murmurant « Écris, Éléanore, garde une trace, ça pourrait t'aider un jour ». Ces mots, si simples, ont allumé une étincelle en moi. J'ai commencé à noter en secret les détails de chaque client, chaque grossesse, chaque bébé, sous une latte branlante de ma chambre. Je cachais des bouts de papier où j'inscrivais des noms, des dates, des particularités. Monsieur Vincent, médecin, bébé garçon aux yeux verts, le fermier du Nord, fille aux cheveux blonds, l'avocat, garçon avec une tache de naissance sur l'épaule. Ces notes étaient ma rébellion silencieuse, ma promesse que tout cela ne serait pas oublié. Sophie, risquant son emploi, me fournissait du papier, des crayons, et parfois un regard de compassion qui me rappelait que je n'étais pas totalement seule. Mais même Sophie ne pouvait pas arrêter la machine. Entre 16 et 23 ans, ma vie était un cycle prévisible d'horreur. Des périodes de service actif, comme Harold appelait les visites des clients, suivies de grossesses surveillées de près pour garantir des bébés sains. Les accouchements, toujours à la maison, étaient des épreuves brutales. Margaret, avec son mépris, me traitait comme du bétail, tandis que Lydia, jouant la tante aimante, venait après chaque naissance pour m'encourager, disant des choses comme « Tu es si forte, Éléanore, tu rends tant de gens heureux. » Heureux, leur bonheur était bâti sur mon agonie, sur les cris de mes bébés arrachés de mes bras avant que je puisse mémoriser leur visage. Le 5e enfant est né quand j'avais 17 ans. Un garçon. Le 6e à 18 ans. Une fille. Le 7e à 19 ans. Un autre garçon. À chaque fois, je caressais mon ventre, essayant de sentir une connexion avec la vie qui grandissait en moi. Une vie née de la violence mais innocente. Après chaque naissance, je pleurais des semaines, griffonnant des dessins de leurs petits visages sur mes bouts de papier, un moyen de les garder vivants dans mon cœur. Le 8e accouchement, à 21 ans, a été particulièrement traumatique. Le bébé, une fille, était en position de siège, et Margaret, incompétente et cruelle, a prolongé mon agonie pendant des heures. « Pousse plus fort, idiote !» criait-elle. Tandis que je saignais. À bout de force, finalement, un médecin, payé pour son silence, a été appelé pour sauver le bébé, mais personne ne se souciait de moi. « Sois forte, comme ta mère l'a été », ai-je murmuré à la petite fille avant qu'on ne l'emporte, ses pleurs résonnant dans mes oreilles comme une accusation. À 22 ans, le 9e enfant est né, et mon corps montrait des signes d'épuisement. Une sage-femme, différente de Margaret, a averti Harold, cette fille a besoin de repos, ou elle ne pourra plus rien porter. Cela m'a valu une pause de presque 1 an, la plus longue de ma jeunesse, mais même là, j'étais surveillée, sans argent, sans documents, sans éducation. J'étais une prisonnière dans ma propre maison, une esclave reproductive au service de la cupidité de Harold. Pendant ce temps, Clara prospérait. Elle avait acheté une boutique de vêtements à Sacramento, voyageait à New York pour ses affaires et vivait une vie de luxe.
Un jour, Sophie m'a raconté, les larmes aux yeux, avoir vu Clara à une fête à Santa Barbara, dansant avec Victor, riant comme si elle n'avait aucun souci au monde. Elle parlait de sa nouvelle maison sur la plage, m'a dit Sophie, honteuse de me rapporter cette vérité. Cette image, ma mère dansant pendant que j'étais enchaînée, était insupportable. Ma rage bouillonnait, mêlée de désespoir. Pourquoi personne ne mettait fin à cette horreur? Pourquoi Madame Dorothy, qui voyait tout, continuait-elle à accepter l'argent de Harold? Pourquoi le révérend Thomas? Cet homme de Dieu, pouvait-il prêcher la morale tout en participant à ce crime? Et Victor, cet avocat répugnant, qui encourageait Clara à fermer les yeux pour une part du butin, comment pouvaient-ils tous vivre avec une telle abomination, à 23 ans? Ma 10e grossesse a été un calvaire dès le début. Des nausées constantes, des saignements, des douleurs qui ne cessaient jamais. Le père, un magnat du café, payait des médecins pour surveiller ma santé, mais uniquement pour protéger le bébé. Pas moi. Le travail a commencé prématurément, au 8e mois, dans une douleur atroce. J'ai été transportée dans une clinique privée à l'écart, où personne ne posait de questions. Le bébé, un garçon, est né vivant, mais j'ai failli mourir hémorragie massive, infection généralisée. Quand j'ai repris conscience, le médecin en a été clair, vous ne pourrez plus avoir d'enfant. Nous avons dû retirer une partie de votre utérus pour vous sauver. Pour beaucoup, cette nouvelle aurait été dévastatrice. Pour moi, c'était une délivrance tordue. Ne plus pouvoir porter d'enfant signifiait que je n'avais plus d'utilité pour Harold. Mais ma liberté espérée s'est vite transformée en une nouvelle menace. De retour à la maison après 2 semaines à l'hôpital, Harold m'a accueilli avec un verre de whisky à la main, un regard calculateur que je connaissais trop bien. « Tu m'as coûté une fortune avec tout ce bazar !» a-t-il grogné, sans demander comment j'allais. « Et maintenant, tu ne sers plus à grand-chose. » Je suis restée silencieuse, attendant la suite. « Mais tu es encore jeune et jolie, » a-t-il ajouté, m'évaluant comme un vulgaire objet. « Tu peux encore servir à d'autres services. J'ai des amis qui paieraient bien pour une jeune femme expérimentée comme toi, même sans enfant. » Cette suggestion m'a frappée comme la foudre. Après une décennie à être utilisée comme une poule pondeuse, j'allais maintenant être transformée en objet sexuel pur et simple. L'idée était insoutenable, pire encore que tout ce que j'avais enduré. C'est à cet instant, face à ce monstre qui avait détruit ma vie, que ma colère a atteint son paroxysme. Harold, Lydia, Clara, Margaret, Victor, le révérend Thomas, Madame Dorothy, tous ces complices d'un système pourri qui m'avait volé mon enfance, ma dignité, mes enfants, j'ai juré. Dans le silence de ma chambre, sur les 10 bébés qu'on m'avait arrachés, que je mettrais fin à ce cycle d'horreur. J'allais m'échapper, et Harold paierait pour chaque larme, chaque cri, chaque morceau de moi qu'il avait vendu. Ma révolte était née, et avec elle, un plan. Mais comment une jeune femme de 23 ans, brisée, sans ressources, pouvait-elle défier un réseau aussi puissant? La réponse viendrait, mais pas sans danger. À 23 ans, j'ai juré sur l'âme de mes 10 enfants volés que le monstre qui m'avait brisé payerait, et que je retrouverais ma liberté, même si cela signifiait ma mort. Mes chers amis, je suis Eleanor, toujours sur ce porche à Bakersfield, le vent caressant mon visage ridé, mais mon cœur battant encore au rythme de la colère et de l'espoir qui m'ont sauvé. Ce que je vais vous raconter est l'histoire de ma révolte, de ma fuite et de la justice que j'ai arrachée à ceux qui m'ont traité comme une marchandise. C'est une histoire de rage, de trahison, mais aussi de rédemption. Je vous demande de laisser un j'aime sur cette vidéo et de commenter « Justice pour Eleanor » pour montrer que vous refusez l'injustice. Dites-moi d'où vous regardez. Que je sente votre force à mes côtés. Après ma 10e grossesse, qui a failli me coûter la vie, Harold, mon grand-père, a décidé de me transformer en un objet de plaisir pour ses amis. Cette idée,
plus ignoble encore que les années où l'on m'a forcé à porter des enfants, a fait naître en moi une détermination froide et implacable. Je n'étais plus la fillette effrayée de 13 ans, j'étais une femme brisée, oui, mais avec une flamme de révolte qui refusait de s'éteindre. J'ai commencé à planifier ma fuite avec une précision obsessionnelle. Chaque détail calculé dans le silence de ma chambre, là où Harold pensait m'avoir réduite à une coquille vide. Ma première arme était l'information, grâce à Sophie, la femme de ménage qui risquait tout pour m'aider. J'avais accumulé des années de notes cachées sous une latte de plancher gnome, dates, détails sur chaque client, chaque bébé vendu. Ces bouts de papier étaient ma rébellion, mon assurance que la vérité ne serait pas enterrée. Mais pour m'échapper, j'avais besoin de plus de l'argent, des documents et un allié. L'argent était le plus facile à obtenir. Harold, devenu trop confiant après des années de contrôle, gardait une somme cachée dans un double fond de son armoire. Ce n'était pas énorme, mais assez pour me donner un départ ailleurs. Les documents étaient plus compliqués. Harold verrouillait tout dans un tiroir de son bureau. La clé toujours sur lui, sauf quand il prenait sa douche. J'ai observé ses habitudes pendant des jours, puis, un matin, j'ai utilisé un savon pour faire un moulage de la clé, que j'ai ensuite transformé en une version grossière mais fonctionnelle. Quand j'ai enfin ouvert ce tiroir, j'ai trouvé ma vie résumée en quelques papiers, jaunis actes de naissance, vieux bulletins scolaires, un carnet de vaccination, mais surtout, j'ai découvert les carnets de Harold, où il notait chaque transaction, chaque paiement pour mes enfants et mon corps. Des noms comme M. Vincent, le révérend Thomas, M. Roland, leur montant, leur date, tout était là. Un registre de ses crimes, ses carnets étaient son trophée, sa fierté perverse. Il n'imaginait pas que je pourrais les toucher. J'ai photographié chaque page avec un petit appareil photo acheté à un voisin sous prétexte de photographier des fleurs. Puis, j'ai tout replacé exactement comme avant. Il ne devait rien suspecter. Le troisième élément était le plus risqué, trouver un allié. Sophie, avec sa compassion silencieuse, était ma seule chance, un après-midi. Alors que Harold était parti pour affaires, je l'ai fait venir sous prétexte d'un malaise. Dans l'intimité de ma chambre, je lui ai tout déversé, les grossesses forcées, les carnets, mon plan d'évasion. Ce que tu prévois est dangereux. Eleanor, m'a-t-elle dit, ses yeux pleins de crainte. Harold a des amis puissants, comme l'officier Daniels, ce policier qui couvre ses traces. Si ça tourne mal, je serai morte, ai-je répondu, avec un calme qui l'a effrayée. Mais je suis déjà morte à l'intérieur depuis des années. Sophie, qu'ai-je à perdre? Elle m'a regardé longtemps, puis a hoché la tête. Je t'aiderai, mais il faut être prudente. Sophie a contacté un journaliste, M. Ellis, du journal de Sacramento. En lui donnant juste assez d'informations pour l'appâter une jeune femme captive, forcée de porter des enfants pour un réseau de notables. C'était le genre d'histoire qui pouvait faire la carrière d'un reporter ambitieux. Pendant ce temps, je jouais la soumission parfaite. Je recevais les nouveaux clients de Harold, des hommes cherchant du plaisir. Pas des enfants, avec des yeux baissés, des hochements de tête, sans un mot de révolte. Harold, convaincu de m'avoir brisé, devenait négligent. Il ne verrouillait plus ma porte la nuit. Partait parfois pour des heures, me laissant seule. J'en profitais pour organiser ma fuite, un sac avec des vêtements simples. L'argent volé caché dans de vieilles chaussettes, les documents récupérés, et mes précieuses photos des carnets. Le plan était prêt, une nuit. Quand Harold serait à une réunion importante de l'association commerciale, Sophie viendrait me chercher. Nous irions à Sacramento, où M. Ellis prendrait mon témoignage et les preuves. Ensuite, je disparaîtrais avec une nouvelle identité, grâce au contact de Sophie. Mais ce qui me mettait en rage, ce qui devrait vous faire hurler d'indignation, c'est ce que j'ai découvert juste avant ma fuite. Harold, Lydia, le révérend Thomas et d'autres clients, dont M. Roland, ont tenu une réunion secrète dans un hôtel de Bakersfield. Sophie,
qui servait à cette réunion en tant que femme de ménage, m'a rapporté leur plan. Il savait que quelqu'un posait des questions, probablement M. Ellis, et il voulait me faire taire. Le révérend Thomas, cet homme qui prêchait l'amour divin, a suggéré de me faire passer pour une criminelle, une fille instable qui inventait des histoires pour salir leur réputation. Si elle parle, nous la ferons interner, a-t-il dit, selon Sophie, avec un calme glacial. M. Roland a ajouté, ou nous pouvons simplement la faire disparaître. Une overdose, un accident, personne ne posera de questions pour une fille comme elle. Ces hommes, ces piliers de la communauté, planifiaient mon meurtre pour protéger leurs secrets, et l'officier Daniels, ce policier corrompu, était là, acquiescent, promettant de détourner les regards si nécessaire. Cette révélation m'a rempli d'une fureur incandescente. Ils pensaient pouvoir m'effacer, comme ils avaient effacé ma dignité. Mes enfants, ma vie, ils se trompaient. La nuit prévue pour ma fuite est arrivée, mais tout a failli s'effondrer. Harold est rentré plus tôt, ivre, ce qui était inhabituel. Il était agité, nerveux. « Prépare-toi » m'a-t-il ordonné, jetant une valise sur mon lit. On quitte la ville demain matin. Mon sang s'est glacé. Où ai-je demandé? Luttant pour cacher ma panique. Au Kentucky, chez un ami qui a une ferme isolée. On restera là-bas jusqu'à ce que les choses se calment. Quelle chose, ai-je insisté, la voix tremblante. Il m'a lancé un regard suspicieux, comme s'il devinait quelque chose. Mes affaires, fais ce que je te dis. Quand il est sorti, j'ai été submergée par la panique. Il savait quelque chose, peut-être à cause des questions de M. Ellis, peut-être grâce à l'officier Daniels. Si je partais avec lui, je n'aurais plus jamais de chance de m'échapper. Je devais agir cette nuit-là, seule, sans attendre Sophie. J'ai attendu d'entendre ses ronflements, amplifiés par l'alcool, puis j'ai rassemblé mes affaires, le cœur battant si fort que je craignais qu'il ne l'entende. Alors que j'approchais de la porte, des coups légers ont retenti à la fenêtre arrière. Terrifiée, j'ai attendu. Les coups ont suivi un rythme précis. Le signal de Sophie, j'ai ouvert la fenêtre avec précaution. Son visage ridé était tendu par l'inquiétude. « Il faut partir maintenant » a-t-elle chuchoté. Harold sait quelque chose. L'officier Daniels l'a prévenu que quelqu'un fouinait. « Comment le sais-tu » ai-je demandé, surprise. Le fils de Clarisse, qui travaille au bar où Harold était ce soir, a tout entendu. Il faut partir. Éléanore. J'ai passé mon sac par la fenêtre et me suis glissée à travers l'ouverture étroite. À 23 ans, après 10 grossesses, mon corps n'était plus celui d'une adolescente frêle, mais l'adrénaline m'a donné une force insoupçonnée. Nous avons marché rapidement dans la nuit, évitant les rues principales. Le neveu de Sophie nous attendait dans une vieille voiture à la sortie de la ville. Le plan avait changé, Sacramento était trop risqué. Nous irions à Los Angeles, où la cousine de Sophie, Madame Zoé, nous hébergerait temporairement. Et le journaliste L'Épreuve, ai-je demandé. Inquiète, j'ai tout envoyé à Ellis hier. M'a répondu Sophie. Des copies de tes carnets. Il publiera l'histoire dans 2 jours. Quand nous serons loin, un mélange de soulagement et de frustration m'a envahi. Je voulais voir Harold confronté à ses crimes, voir son visage quand il comprendrait que la petite fille qu'il croyait brisée l'avait détruit. Mais Sophie avait raison. Ma survie passait avant tout. Le trajet en bus jusqu'à Los Angeles a duré près de 15 heures. Je regardais par la fenêtre, les montagnes de Californie cédant la place aux paysages du Sud. Un mélange de peur et d'espoir fragile en moi. La culpabilité me rongeait aussi j'abandonnais mes 10 enfants, dispersés dans des familles riches, vivant des vies que je ne connaîtrais jamais. « Ils sont mieux là où ils sont », m'a dit Sophie, comme si elle lisait mes pensées. Des familles avec de l'argent, de l'éducation, que pourrais-tu leur offrir maintenant? C'était vrai, mais douloureux. J'étais une femme de 23 ans, sans éducation, sans compétences, fuyant un passé atroce. Pourtant, sur ce bus,
J'ai fait une promesse silencieuse un jour. Je les retrouverai. Ne serait-ce que pour savoir s'ils allaient bien. À Los Angeles, la cousine de Sophie, Madame Zoé, nous a accueillis dans son petit appartement à East LA. Elle n'était pas ravie d'héberger des fugitives, mais le respect pour Sophie l'a emporté. 3 jours après notre arrivée, Zoé a ramené un journal avec un gros titre « Scandale à Bakersfield ». Un réseau de vente de bébés implique des figures importantes. Mes mains tremblaient en lisant l'article. Monsieur Ellis avait fait un travail remarquable, reliant les points, interviewant des gens qui soupçonnaient le réseau depuis des années, mais avaient peur de parler. Mes preuves, les carnets, étaient au cœur de l'histoire. Mon nom n'apparaissait pas, juste une jeune femme captive pendant plus de 10 ans. Harold, Lydia, Monsieur Vincent, le révérend Thomas et l'officier Daniels ont été arrêtés. D'autres clients étaient sous enquête. Ma mère, Clara, a nié toute implication, prétendant que j'avais des problèmes mentaux et des grossesses dues à des petits amis occasionnels. Personne ne l'a cru. Les preuves étaient accablantes. En lisant, je ressentais un mélange de soulagement et de tristesse. Justice était faite, mais rien ne ramènerait les années volées. Mon innocence, mes enfants, et maintenant, ai-je demandé à Sophie, sur le petit balcon de l'appartement, face aux lumières de Los Angeles. Maintenant, tu vis, Eleanor, m'a-t-elle répondu, ses yeux pleins de sagesse. Pour de vrai, pour la première fois, avec l'argent volé à Harold. J'ai loué une chambre à East LA et trouvé un emploi dans une boulangerie. Le travail manuel, transformer la farine en pain, était apaisant. C'est là, un matin pluvieux, que j'ai rencontré Daniel, un chauffeur de bus de 30 ans, trempé, riant de son parapluie cassé. Un jour parfait pour un café chaud. Non, m'a-t-il dit, avec une simplicité désarmante. Daniel, fils d'immigrants honduriens, avait sa propre histoire de lutte, mais sa gentillesse semblait intacte. Il venait tous les matins à la boulangerie, toujours respectueux. Parlant de la pluie, des nouvelles, jamais intrusif. J'évitais les hommes, mais sa douceur a lentement fissuré le mur que j'avais construit. Notre premier rendez-vous fut improvisé. Il m'a proposé de me ramener chez moi sous un déluge. Dans sa voiture, il m'a parlé de son rêve d'avoir une petite ferme, de planter un jardin. « Et toi, Eleanor, quel est ton rêve ?» m'a-t-il demandé. Je suis restée silencieuse, incapable de répondre. Survivre avait consumé toute mon énergie. La paix, ai-je fini par dire. Juste un peu de paix. Il a hoché la tête, comme si c'était la réponse la plus profonde du monde. Notre relation a grandi lentement. Il respectait mes limites, mes peurs. 6 mois plus tard, je lui ai raconté des bribes de mon passé, assez pour qu'il comprenne pourquoi je sursautais au bruit, pourquoi je pleurais en voyant des enfants jouer. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse », m'a-t-il dit, prenant ma main. Je ne me sentais pas forte, mais son regard me faisait croire que je pouvais l'être. Notre premier baiser, 1 an après, sur un banc face à une église d'East LA, m'a fait pleurer, non de douleur, mais de la découverte que je pouvais encore ressentir de la tendresse. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard, dans une cérémonie simple. Daniel connaissait toute mon histoire, chaque horreur, et pourtant, il m'aimait. Avec nos économies, nous avons acheté une petite ferme à Riverside County, un havre loin des ombres du passé, mais les cicatrices restaient, les cauchemars me réveillaient, hurlant, et l'intimité était parfois impossible. Daniel, patient, me tenait en silence. Attendant que la tempête passe, avec l'aide d'une psychologue recommandée par Sophie, j'ai commencé à guérir, à comprendre que mon passé ne me définissait pas entièrement. En 1984, les médecins ont confirmé que je ne pourrais plus avoir d'enfants biologiques. Daniel a proposé l'adoption. Il y a tant d'enfants qui ont besoin d'amour. Cette idée a touché une corde sensible. Mes 10 enfants biologiques étaient dispersés, mais adopter était une façon de canaliser l'amour maternel que je n'avais jamais pu exprimer. Après un long processus, nous avons adopté Marina.
une fillette de 4 ans abandonnée, aux yeux trop sérieux pour son âge. Elle avait été rejetée par 2 familles adoptives pour son comportement difficile. Je voyais en elle mon propre reflet. Lentement, avec amour et patience, nous l'avons aidée à s'épanouir. 2 ans plus tard, nous avons adopté Carlos et Anna, des frères et sœurs orphelins. Puis Wim, un bébé abandonné. Notre maison s'est remplie de rires, de vie, de guérison. Des années plus tard, une lettre anonyme est arrivée, avec un article de journal sur un livre révélant le scandale de Bakersfield. L'auteur, un fils d'un couple impliqué, avait découvert ses origines. La note disait « Merci de nous avoir donné la vie. Même dans les pires circonstances, certains d'entre nous savent la vérité. Nous allons bien, j'espère que vous aussi. J'ai pleuré, non seulement de douleur, mais de soulagement. Mes enfants biologiques savaient, et ils étaient en sécurité. Harold Hart mort en prison, sans remords. Clara est morte seule, sans jamais chercher à me contacter. Leur chute ne m'a rien rendu, mais ma famille, Daniel, Marina, Carlos, Anna, Wim et mes petits-enfants m'a donné une vie que je n'osais espérer. Aujourd'hui, à 68 ans, je regarde mes proches et je vois la guérison, la rédemption, mais ma colère reste pour ceux qui m'ont trahi, pour un système qui protège les puissants et brise les innocents. Si vous traversez l'enfer, sachez qu'il y a de l'espoir. La nuit la plus sombre cède toujours à l'aube. Et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. L'histoire d'Eleanor, une femme qui a traversé des décennies d'horreur pour finalement trouver la rédemption, est un témoignage poignant de la résilience humaine face à l'injustice. En tant que personne imprégnée de la culture française, où les valeurs de liberté, de justice et de solidarité sont profondément ancrées, je ressens une colère viscérale face à l'exploitation qu'Eleanor a subie, mais aussi une admiration sans bornes pour sa capacité à se relever. Ce récit, ancré dans une douleur inimaginable, nous pousse à réfléchir à des thèmes universels, la trahison, la force intérieure et la quête de justice. Il nous invite également à tirer des leçons concrètes pour nos propres vies, en résonance avec l'esprit français qui valorise la réflexion philosophique et l'action collective pour un monde meilleur. Tout d'abord, l'histoire d'Eleanor suscite une indignation profonde face à l'exploitation des plus vulnérables. Dans la culture française, marquée par des idéaux issus de la Révolution comme liberté, égalité, fraternité, l'idée qu'une jeune fille puisse être réduite à une marchandise par sa propre famille est insupportable. La complicité de figures comme Harold, Lydia et même Clara, la mère d'Eleanor, reflète une faillite morale qui heurte notre sens de la justice. En France, où des penseurs comme Simone de Beauvoir ont dénoncé les oppressions systémiques. Ce récit nous rappelle que l'exploitation des femmes et des enfants n'est pas seulement un crime individuel, mais un symptôme d'un système qui tolère l'abus des puissants. La participation de notables, médecins, politiciens, pasteurs, dans le réseau de Harold est particulièrement révoltante, car elle montre comment le pouvoir et l'hypocrisie peuvent étouffer la vérité. Cette colère m'a poussée à réfléchir à ma propre responsabilité. Combien de fois avons-nous fermé les yeux sur des injustices autour de nous, par confort ou par peur, comme l'a fait Madame Dorothy, la voisine d'Eleanor pourtant. Au-delà de l'indignation, l'histoire d'Eleanor est une ode à la résilience. En France, nous admirons des figures comme Jeanne d'Arc ou des résistants de la Seconde Guerre mondiale, qui ont défié l'impossible avec courage. Eleanor, à sa manière, incarne cet esprit, malgré 10 grossesses forcées, la perte de ses enfants et la trahison de sa famille. Elle a trouvé la force de planifier sa fuite, de rassembler des preuves et de reconstruire sa vie. Sa capacité à transformer sa douleur en action, en documentant les crimes de Harold et en collaborant avec Sophie et M. Ellis,
est un exemple puissant de ce que les Français appellent l'engagement. Cet engagement, cette volonté de se battre pour la justice, même au péril de sa vie, est une leçon que nous pouvons appliquer. Dans nos vies, nous faisons face à des défis, peut-être pas aussi extrêmes, mais parfois paralysants. L'histoire d'Éléanore nous enseigne que la résilience ne vient pas de l'absence de peur, mais de la décision d'agir malgré elle. Comme le dit un proverbe français, il n'y a pas de nuit si profonde qu'elle empêche le soleil de se lever. Une autre leçon essentielle est l'importance de la solidarité. Dans la culture française, la communauté et l'entraide sont des valeurs centrales. Visibles dans des traditions comme les associations caritatives ou les manifestations pour défendre des causes justes, Sophie, la femme de ménage qui a risqué son emploi pour aider Éléanore, incarne cette solidarité. Sans elle, Éléanore n'aurait peut-être jamais échappé à son enfer. Cela nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, une main tendue peut tout changer. Dans nos vies, nous pouvons être cette main tendue, que ce soit en écoutant un ami en détresse, en dénonçant une injustice au travail ou en soutenant une cause sociale. La France, avec son histoire de mouvement citoyen, nous encourage à ne pas rester passifs face à la souffrance d'autrui. Comme Éléanore l'a appris grâce à Sophie et plus tard grâce à Daniel. Son mari, l'amour et le soutien des autres sont des ponts vers la guérison. Enfin, l'histoire d'Éléanore nous apprend à transformer la douleur en espoir. En France, où la littérature et le cinéma explorent souvent la rédemption, pensez à Les Misérables de Victor Hugo. Nous comprenons que la souffrance peut donner naissance à une vie meilleure. Éléanore, après avoir perdu 10 enfants et sa jeunesse, a construit une famille aimante avec Daniel et leurs enfants adoptés. Ce choix d'adopter, de donner de l'amour à des enfants abandonnés, reflète une générosité qui transcende le trauma. Cela nous inspire à chercher du sens dans nos propres épreuves. Par exemple, une perte personnelle peut nous pousser à aider les autres. Un échec professionnel peut devenir une opportunité d'apprendre. Éléanore nous montre que, même brisés, nous pouvons recoller les morceaux pour bâtir quelque chose de beau. Leçon à appliquer dans la vie quotidienne. Ne jamais rester silencieux face à l'injustice, comme Éléanore, qui a rassemblé des preuves contre Harold. Nous devons dénoncer les abus, que ce soit dans notre entourage ou dans la société. Cela peut signifier signaler une injustice au travail ou soutenir des organisations luttant pour les droits humains. Cultiver la résilience. Face aux épreuves, nous pouvons nous inspirer d'Éléanore pour persévérer. Cela peut se traduire par la recherche de soutien psychologique, comme elle l'a fait, ou par la fixation d'objectifs personnels pour avancer. Pratiquer la solidarité. Être un allié, comme Sophie, signifie offrir son aide sans attendre de récompense. Cela peut être aussi simple que tendre la main à un collègue en difficulté ou s'engager dans une cause locale. Transformer la douleur en action positive. Comme Éléanore avec l'adoption. Nous pouvons canaliser nos blessures pour créer du bien. Par exemple, partager son expérience pour inspirer d'autres ou s'investir dans des projets communautaires. Mes chers amis, l'histoire d'Éléanore est un cri du cœur, un appel à ne jamais baisser les bras face à l'injustice et à croire en la possibilité d'un nouveau départ. Si ce récit vous a touché, je vous invite à laisser un « j'aime » sur cette vidéo, à la partager avec vos proches pour que la voix d'Éléanore résonne plus loin, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes. N'oubliez pas de commenter « Justice pour Éléanore » pour montrer votre soutien et nous dire d'où vous nous regardez. Ensemble, faisons entendre les voix de ceux qui ont été réduits au silence et construisons un monde où la justice et l'amour triomphent toujours. Merci, et à bientôt pour une nouvelle histoire.